Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des régimes matrimoniaux. Régimes matrimoniaux, c'est le statut qui encadre la gestion des biens, des différents biens, d'un couple marié. Tous les couples mariés ont un régime matrimonial, qu'ils le sachent ou non. Et dans cette vidéo, je vous parle du régime français, allemand ou franco-allemand. Franco-allemand, c'est un régime optionnel qu'on peut choisir, qui est un mélange un peu entre le régime français et le régime allemand. Donc les questions sont simples. Qu'est-ce que ça change pendant la durée du mariage, en cas de divorce, en cas de décès? Et comment est-ce qu'on sait quel est le régime applicable et comment peut-on choisir? Voilà, je vous souhaite un très beau visionnage avec la présentation qu'on a fait avec notre consoeur. Et j'espère que ça vous plaira. Au revoir, belle journée. Bonjour, vous êtes peut-être un couple franco-allemand, vous avez envie de vous marier et vous vous posez la question de savoir ce que ça change. Si vous mariez en France ou en Allemagne, qu'est-ce que ça a comme incidence? Je vais parler ici non pas des incidences sur les enfants, généralement c'est pas lié au mariage, quoique en Allemagne oui. Je vais vous parler ici, pardon, je suis dans l'autre sens, du régime matrimonial. Donc tout ce qui règle la question des biens comme ça, de la maison, de tiroir caisse, si vous êtes en professionnel avec une entreprise, des comptes, des économies, des meubles, de la voiture, tout ce que vous avez avant, tout ce que vous pouvez avoir pendant et ce que vous pouvez avoir après. Après, c'est le cas du divorce ou du décès, puisque c'est mariage à la vie, à la mort. Voilà. Et malheureusement, parfois, c'est pas toujours à la mort. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change? Et comment est-ce qu'on sait si on est en situation d'être en droit français, en droit allemand ou en droit franco-allemand? Alors ça, ce que je disais, on va parler du droit allemand, du droit français, du droit franco-allemand. Tout ça est en allemand parce que c'est une présentation que j'ai faite avec, hop, j'avance un peu, avec ma consoeur Hanna Schröder, qui est avocate spécialiste en droit de la famille et en droit des successions en Allemagne, qui est parfaitement francophone. Je travaille régulièrement avec elle. Pour le Deutscher Anwaltverein, donc l'association des avocats allemands de Strasbourg, avec la coordination de Cécile Pujalon-Radou du cabinet Valoris Avocat. C'était en allemand, mais là je le fais en français pour vous aujourd'hui et je le fais très brièvement. Donc je vous disais, le régime matrimonial, ça peut avoir un impact pendant la durée du mariage, en cas de décès, en cas de divorce ici, en cas de décès, et puis autre question, comment on sait quel est le droit applicable? Comment est-ce qu'on peut choisir si on a envie de choisir? Alors, pendant la présentation, on avait fait un cas pratique. En prenant un cas fictif, ici je passe. Les effets pendant le mariage. Donc la grande question, c'est qui est propriétaire de quoi? Ce qu'il faut retenir très brièvement, c'est que c'est complètement différent entre la France et l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, on a deux masses de biens différents. En Allemagne, chacun, ou plutôt dans le régime allemand, chacun est propriétaire de ses biens. Selon le régime français, pendant le mariage, tout est présumé être commun, y compris, je développe après, mais tout ce que vous acquérez, oui, c'est correct, je crois, par le mariage, par le travail. Donc, ce ne sont pas vos économies de travail, c'est un bien commun. Il peut y avoir des propres par ailleurs, mais il faut prouver que c'est propre. Donc, c'est ce que je vous disais là, je reviens pas dessus. Le régime optionnel franco-allemand, c'est pareil. Là-dessus, on s'oriente sur le régime allemand, donc chacun est propriétaire et gère ses biens. En France, alors, préciser, ça c'est le régime légal. Donc c'est la communauté réduite aux acquets, sachant qu'on peut faire un contrat de mariage prévoyant d'autres régimes. Là, dans le cas de cette présentation, on ne va pas aller dans tous ces détails-là, mais dans le régime légal de la communauté réduite aux acquets, je vous le disais, tout est présumé être commun. Ce qui est impropre, c'est ce que l'on avait au jour du mariage, des points pas très importants, ce qu'on a reçu par héritage et par donation, ça c'est important, et ce qui est propre par remploi ou surrogation. C'est un peu compliqué, mais en gros, c'était propre à la base, vous l'avez investi dans autre chose, l'autre chose peut rester impropre. Il y a des règles, mais ça peut rester impropre. Ça, c'est l'autre question. Qui peut
gérer ou disposer de quoi? Autrement dit, vous habitez dans une maison que vous avez achetée ensemble, qui peut la gérer? Sachant qu'en Allemagne, du coup, ce sera chacun propriétaire. Mais je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, parce que ce serait vraiment trop long. Mais en principe, en Allemagne, chacun gère ses biens, c'est évident. Et en France, en principe, chacun peut gérer seul l'ensemble des biens communs, sans l'autorisation de l'autre. Il y a des exceptions pour lesquelles il faut avoir l'autorisation de l'autre époux pour différents biens. Donc le domicile et ce qui le meuble. Si on veut faire des donations pour les biens immobiliers, pour les parts qui ne sont pas négociables. Je fais très bref. Et en régime optionnel franco-allemand, on s'oriente de nouveau vers le droit allemand, évidemment, puisque chacun reste propriétaire de ses biens. Donc chacun gère en soi ses biens. Il y a quand même des exceptions relativement similaires, hein, comme en droit allemand, que je n'ai pas précisé, mais pour les biens des biens meublants. Et ce qui est en lien avec le logement familial. Alors, ça c'est un point très compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, c'est vraiment trop complexe. Il faudra qu'on en parle ensemble si vous avez des questions. Mais la question c'est qui est responsable financièrement sur quel bien, pour quelle dette. Autrement dit, par exemple, madame va acheter une machine à laver à crédit. Est-ce que monsieur peut être condamné à payer le crédit si madame ne le rembourse pas? C'est cette question-là. En droit allemand, c'est assez simple. C'est chacun est responsable de ses seules dettes. Et la seule limite, c'est pour couvrir les besoins essentiels de la vie familiale. En droit français, c'est beaucoup plus simple. Beaucoup plus compliqué, pardon. En principe, chaque époux est solidaire des dettes de son conjoint, de son époux. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut me demander à moi de payer pour la dette faite par mon époux, si je suis mariée sous le régime français. Et après, la question secondaire, c'est qu'est-ce que le créancier pourrait venir récupérer comme bien m'appartenant pour payer ces dettes-là? Autrement dit, est-ce qu'il peut venir chercher aussi mon bien propre, puisqu'on l'a dit, on peut quand même avoir des biens séparés? Est-ce qu'il peut aller chercher mes revenus? Est-ce qu'il peut... voilà. C'est compliqué tout ça. Je vous montre un petit tableau que j'avais fait. Je ne vais pas aller dans le détail de tout ça aujourd'hui. Il faut à chaque fois distinguer selon le type de dette que c'est. Ce qu'on peut retenir globalement, c'est que l'époux qui a engagé la dette pourra toujours répondre de son propre patrimoine pour répondre de cette dette-là. Voilà, donc moi je l'ai dépensé, le créancier peut venir chercher mes biens à moi, propres, toujours. Et il peut aussi toujours venir chercher mes revenus et salaires, même si les revenus et salaires sont des biens communs. Pour le reste, c'est plus compliqué, ça dépend du cas par cas. Je ne vais pas aller dans le détail, mais concrètement, en droit français, il faut le savoir, l'autre époux est responsable avec vous et solidaire avec vous des dettes que vous faites. Et il y a des mesures pour empêcher ça. Il faut les connaître. Et puis, il y a d'autres régimes matrimoniaux qu'on peut faire qui empêchent cette solidarité aux dettes. Important, renseignez-vous, prenez en compte, surtout si vous êtes par exemple professionnel libéral, ou si vous êtes directeur, je ne sais pas, vous avez des fonctions sur lesquelles vous engagez votre patrimoine. Veillez à ça, parce qu'éventuellement le patrimoine de votre conjoint peut aussi être saisissable. Ce qui n'est pas le cas en droit allemand. Alors, droit franco-allemand, droit optionnel franco-allemand, là on est encore selon le régime allemand. Deuxième point, j'espère que je ne vous perds pas, c'est un peu plus simple. En tout cas pour le droit allemand, contrairement à ce que pensent les Français. C'est le cas du divorce. Et donc là, c'est la question du partage du régime matrimonial. Une fois qu'on est divorcé, il faut régler la question de tous les biens qu'on a. Savoir, est-ce que c'est à monsieur, est-ce que c'est à madame, est-ce que c'était à la communauté des époux, ça doit être séparé en deux. Alors, comment ça se passe? De nouveau en droit allemand,
C'est relativement simple, contrairement à ce que les Français pensent. On regarde combien avait monsieur au début, combien avait monsieur à la fin, et on regarde la différence entre les deux. Donc par exemple, s'il a monté de 200 000 euros, il aura fait un accroissement de 200 000 euros, un Zugewinn de 200 000 euros. On regarde combien avait madame au début, combien avait madame à la fin, et pareil, on compare de quel a été son accroissement. Si elle s'est enrichie de 1 million d'euros, elle se sera enrichie de 800 000 euros de plus que monsieur. Donc monsieur aura un droit à partage de 400 000 euros. 800 000 divisé par 2. C'est le Zugewinnausgleich. C'est la péréquation de l'accroissement de valeur pendant la durée du mariage. Ce qui est très différent entre la France et l'Allemagne là-dessus, c'est que la valeur d'un bien immobilier, par exemple, est tenue en compte. Donc si monsieur a uniquement un bien immobilier et qu'il a juste ce bien immobilier au début et à la fin, si le bien immobilier au début valait 100 000 euros et qu'à la fin il vaut 500 000 euros, sa propriété s'est accroissée de 400 000 euros en valeur. Et ça, il doit diminuer. Enfin, si c'est madame, elle, ne s'est pas accrue, pardon, s'il n'y a pas eu accroissement de la valeur du patrimoine de madame, elle a le droit à 200 000 euros, correspondant à la moitié de l'accroissement de valeur de monsieur. Ce qui peut être problématique. Voilà, ça c'est aussi important. Ça prescrit en 3 ans après le divorce. En droit français, c'est beaucoup plus compliqué en fait. Contrairement à ce que pensent les praticiens français qui ne connaissent pas le droit allemand. Alors de base, quand on regarde la fin du divorce, tout est supposé être commun. Donc en principe, c'est simple, on partage en 2. Sauf que souvent, il y a quand même des propres, et qu'il faut d'abord reprendre ses propres. Il peut y avoir un droit à récompense, dont l'estimation dépend du type de dépenses pour lesquelles l'argent a été fait. Récompense, c'est en gros quelque chose qui a été payé soit par la communauté, soit par un époux pour l'autre. Donc par exemple, j'ai un bien immobilier, ou j'ai un terrain immobilier plutôt, disons, j'ai eu un terrain qui m'appartient à moi, et grâce à l'argent du couple, on a bâti une maison dessus. On a remboursé un prêt, ou peu importe, pour la maison dans laquelle nous avons vécu. La communauté ensemble a payé pour quelque chose qui m'appartient à moi, et à la fin, ça m'appartient toujours à moi. Ce sera toujours dans le reprise des propres. Mais la communauté aura le droit à une récompense correspondant, selon les types d'argent, mais soit à la dépense réalisée, soit à l'évaluation, au profit subsistant. Pardon. Ils sont silencieux. Et ça, donc il faut l'évaluer. Il y a souvent des batailles lorsqu'on ne s'entend pas là-dessus. Et ça peut être dans l'autre sens. Hein. Donc la communauté qui a payé quelque chose pour un époux et un époux qui a payé trop pour la communauté. Ça arrive aussi. Ok, on enlève bien sûr les dettes. Par exemple, si on a acheté en couple après le mariage un bien immobilier, qu'il reste 300 000 euros de crédit immobilier à payer, et on divise le tout. Et on partage, il doit avoir moitié-moitié. Alors, sachant que... Oh, je peux pas revenir. C'est moitié-moitié en valeur hein, qui compte. Et alors, un point, donc ça j'avais fait toute l'explication. Là, on n'a pas pris les chiffres, mais on regarde, tout est commun de principe. Chacun reprend ses biens, éventuellement un droit à récompense. Il peut y avoir droit à récompense entre époux aussi, quand il y a eu des différences de valeur entre époux directement qui ne concernent pas la communauté. On fait le total, on enlève le passif et on divise en 2 et chacun reprend une partie. C'est quand même beaucoup plus compliqué en réalité que le droit allemand, contrairement à ce qu'on pense. Surtout qu'il y a des guéguerres très souvent sur les estimations des valeurs. Ouais, je sais pas s'il faut que je vous dise quelque chose de plus. Quand même, si une information en droit français, c'est imprescriptible le divorce. Le partage, pardon. Ça, ces opérations s'appellent liquidation et partage de la communauté. C'est imprescriptible et ce n'est pas de l'office du juge du divorce. Donc, lorsqu'on divorce, on fait une proposition de règlement financier. Le juge ne le tranche pas. Sauf si on lui dit on est d'accord sur tout, merci d'homologuer. Mais sinon, c'est pas dans les domaines du juge du divorce. Donc il va vous divorcer et puis il va renvoyer pour des opérations de partage. Et ça peut se passer 20 ans après le divorce, c'est imprescriptible. Voilà.
On peut se remarier après, on ne sait toujours pas comment gérer notre argent, puisqu'on n'a toujours pas réglé notre divorce précédent, le partage du divorce précédent. Alors, le droit optionnel, le régime optionnel franco-allemand. Alors là, pareil, on regarde l'accroissement de valeur de chacun des deux. Donc, comme en droit allemand. Et il y a quand même quelques différences par rapport au droit allemand. Mais globalement, il faut avoir en tête que ça s'oriente vers le régime de participation aux acquis, équivalent de droit allemand. Il y a une différence notamment pour le bien immobilier, dont la valeur... En fait, on n'a pas de compensation pour l'évolution de la valeur. Je vais résumer comme ça. Comme en droit français. En droit français, si c'est mon propre, peu importe ce qu'à la base, je l'ai eu pour 100 000 € et qu'à la fin, c'est 500 000 €, c'est mon propre, on ne regarde pas sa valeur. En droit allemand, ça va être pareil d'une certaine manière. C'est un mélange vraiment là entre le régime français et le régime allemand. Et prescription, c'est droit 3 ans aussi, en droit allemand, en droit régime franco-allemand. Voilà. Ah oui, alors ça, c'est qu'on avait évoqué un point, c'est que lorsqu'on fait une négociation pour les divorces, qu'on regarde les effets financiers du divorce, donc il y a évidemment l'aspect de la liquidation du régime matrimonial qui est à avoir en tête, il peut y avoir des sommes importantes d'argent, et il y a d'autres points qui se règlent lors d'un divorce. Le Ehegattenunterhalt, donc ce serait en droit français la prestation compensatoire, et en droit allemand c'est le nacheheliche Ehegattenunterhalt. En France, on n'a pas de formule pour ça, donc on fait au doigt levé, au doigt mouillé. Et j'ai fait une autre vidéo sur les effets financiers du divorce, donc je vous renvoie à cette vidéo-là, c'est un petit peu compliqué, mais il n'y a pas de formule générale. En droit allemand, il y a une formule qui est assez claire et qui permet d'avoir un résultat voilà, qu'on peut chiffrer facilement. Dans les autres effets financiers importants, c'est le Rentenausgleich ou Vorsorgeausgleich ou Versorgungsausgleich. C'est la péréquation des droits à retraite. En droit français, on ne connaît pas le principe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un époux qui a cotisé, je ne sais pas, 3 millions d'euros pendant toute sa carrière professionnelle pendant la durée du mariage, et un époux qui n'a cotisé 0 parce que c'est l'épouse, elle a arrêté de travailler comme c'était souvent l'habitude. Et en France, on ne va pas regarder ça. C'est juste qu'au décès de l'époux, si l'époux décède avant l'épouse pourra percevoir une pension de réversion au moment où elle partira à la retraite. Donc, deux conditions, il faut que l'époux, enfin celui qui a cotisé le plus, meure avant l'autre et que l'autre parte à la retraite. En droit allemand, il y a le Versorgungsausgleich qui est d'ordre public presque. On peut y déroger, mais les juges, sinon, le font eux-mêmes. Et ça fonctionne comment? C'est le juge qui ordonne à une caisse de retraite, les caisses de retraite des deux époux, d'informer sur les montants de cotisation pendant la durée du mariage. Et le juge va dire, là, il y a eu tant de cotisations de plus que là. Donc, vous donnez la moitié de la différence de cotisation. De caisse de retraite à caisse de retraite. Donc, ça ne passe pas de la bourse d'un époux à la bourse de l'autre époux. Mais c'est pareil, comme ce que je voulais dire, on ne peut en bénéficier qu'au moment où on part à la retraite. Mais l'époux peut être encore vivant. Ça, c'est la différence par rapport à notre pension de réversion là. L'époux peut être encore vivant. Et lui, il verra quand il partira à la retraite la somme qu'il perçoit avec marqué à côté tant d'euros versés à votre ex-épouse, ce qui est toujours très agréable. Voilà. Alors que prestation compensatoire, nous, ça peut être vraiment des sommes importantes puisqu'il y a notamment ces différences de cotisation qui est un des critères qu'on regarde généralement. Mais voilà, c'est un critère parmi tant d'autres et il n'y a pas d'évaluation très claire. Mais prestations compensatoires, chez nous, c'est de la poche d'un époux à la poche de l'autre époux, ce qui coûte cher pour l'époux qui paye, mais ce qui a l'avantage que pour la personne qui est en situation défavorable financièrement, ça donne un pécule pour recommencer sa vie, au moment où on la recommence. Particulièrement intéressant pour les couples peut-être un peu plus jeunes, même si ce sera moins élevé s'il y a eu moins de temps de mariage commun. Voilà, le cas du divorce. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, je vais en rester là maintenant. Et alors, la question de ce qui se passe en cas de décès, puisqu'en principe le mariage c'est à la vie et à la mort. C'est normalement comme ça que se termine un mariage. Alors là, il y a beaucoup de cas différents, je ne vais pas les faire. On avait distingué selon le nombre d'enfants, selon qui est de la descendance ou pas de descendance.
Ce qu'il faut retenir généralement, c'est qu'en Allemagne, il y a l'époux survivant a le droit à un quart de base et un quart en plus quand il est marié sous le régime allemand pour le régime légal allemand. Pour nous, ce serait une sorte de participation aux acquis, mais voilà, le Zugewinngemeinschaft. Sauf que ça, ce quart en plus, attendez, c'est peut-être marqué ensuite. C'est un avantage qui a été considéré comme étant un avantage lié au droit des successions. Donc ça dépend pas du lieu du mariage, ça dépend pas seulement du régime matrimonial, ça dépend aussi du lieu où on décède, puisque c'est ça qui a un impact sur le droit des successions. Donc attention à ça, c'est pas très simple. Mais bon, pour les époux mariés selon le régime légal allemand, l'époux aura le droit à la moitié et les enfants se partagent le reste. En France, ça dépend du nombre d'enfants. S'il n'y en a qu'un enfant, ce sera la moitié. S'il y a 2 enfants, ce sera un tiers. S'il y a 4 enfants, 3 enfants ou plus, ce sera un quart. En droit franco-allemand, alors j'arrive plus à voir tout ce que j'avais fait, mais oui, parce que c'est aussi la question, comment est-ce qu'on le calcule? En Allemagne, là, il n'y a pas le partage des biens comme on a évoqué avant. En France, il faut d'abord faire la liquidation partage de la communauté pour savoir ce qui est le propre transmis à l'enfant. Et en Allemagne, c'est aussi comme ça. Sauf que généralement, donc il n'y a pas de Zugewinnerausgleich, donc c'est aussi plus simple. Si c'est que la personne qui décède qui avait des enfants, en Allemagne, c'est toujours un quart plus un quart, donc ça change rien. En droit français, j'ai pas précisé, pardon, avant, en fait, l'époux survivant a une option entre avoir la propriété complète ou d'avoir la nue propriété des biens, la nue propriété de la totalité des biens. Ouais, bon, là, je l'ai pas distingué. Tant pis. Mais bon, il y a une petite subtilité en droit français, parce qu'on veut absolument éviter qu'il y ait une indivision avec des enfants qui sont pas les siens. S'il n'y a pas d'enfants, en droit allemand, c'est toujours pareil. Donc il y a encore un quart, et puis chaque parent aura un huitième. Mais en gros, en droit allemand, ça change rien. Ah non, pardon, si. À moitié plus un quart. La moitié, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'enfants, et le quart supplémentaire parce que c'est la communauté légale. Bon, là, c'est encore la différence selon s'il y a des frères et sœurs et autres, mais je passe. En droit français, là, on a la moitié de la propriété des biens. Et puis, un autre quart et un autre quart pour les beaux-parents. Quand il y a juste un bien immobilier qui appartient là, parce qu'on a acheté avec l'autre, ça peut être compliqué. Hein. Ça veut dire que concrètement, il faut qu'on voit comment faire avec les beaux-parents. C'est encore plus compliqué quand c'est un couple franco-allemand et qu'on parle pas très bien, qu'on se comprend pas très bien avec l'autre famille. Pensez ici. Bon, là, on fait la différence du nombre de parents, mais on s'en fiche. Peut-être à retenir pour la succession, il y a un impact direct du régime sur ce que vous allez transmettre à votre conjoint survivant. Et selon que vous ayez ou non des enfants, c'est très différent puisque vous pouvez être copropriétaire derrière avec vos beaux-parents. Donc pensez vraiment, vraiment, s'il vous plaît, à cet aspect-là, déjà assez tôt en fait. Ça vous enlève rien, hein. On entend bien que vous pensez décéder dans très très longtemps et c'est ce que je vous souhaite bien sûr, de mourir le plus tard possible en ayant été le plus heureux possible avant. Mais ça peut être intéressant d'y penser. Alors, du coup, donc on a vu, il y a des différences selon pendant la durée du mariage, il y a des différences en cas de divorce, il y a des différences en cas de décès. La question, c'est comment est-ce qu'on sait si je suis sur le régime français, le régime allemand ou le régime franco-allemand? Ça, c'est la question de l'application internationale du régime matrimonial. Alors là, donc j'en ai fait une frise dans le temps.
Là, on est en droit allemand, donc. Il y a une différence entre 29 janvier 2019, avant, après. Après, c'est réglé par le règlement européen sur les régimes matrimoniaux, qui est entré en vigueur à ce moment-là. C'est un règlement 2016, mais qui est entré en vigueur au 29 janvier 2019. Et avant, c'était réglé uniquement par les articles 15 et 14 EGBGB, donc c'est les dispositions spécifiques au droit international privé, Alte Fassung, donc ancienne version, qui n'existe plus depuis, donc il faut vérifier les textes à l'époque. En droit allemand, on a cette distinction-là, puisque le règlement européen est aussi en vigueur en France, et on a une autre distinction aussi avant, c'est le 1er septembre 1992, puisque la France est partie au règlement, à la convention de La Haye sur les régimes matrimoniaux du 24 mars 1978, ce qui n'est pas le cas de l'Allemagne. Et ce qu'il faut retenir, alors là pareil, on peut faire des heures dessus, mais ce qu'il faut retenir, c'est que selon cette convention, le régime matrimonial est déterminé par soit vous faites un choix, on en reviendra après, et si vous ne faites pas de choix, par la première résidence commune après le mariage. Résidence commune des époux. C'est-à-dire que c'est égal où vous vous mariez, vous pouvez vous marier en France, si vous allez résider ensemble en Allemagne comme première résidence, ce sera l'Allemagne. Ce sera le régime allemand, qui peut être bien dans certains cas, qui peut être moins bien dans d'autres cas. Ça, c'est vraiment la base. Et non seulement c'est la première résidence commune, mais il y a en plus une mutabilité du régime applicable, c'est-à-dire un changement, en termes simples. Après 10 ans, si vous déménagez, donc, j'ai oublié de préciser, c'est une application internationale, universelle. Donc, vous avez déménagé à Dubaï, depuis plus de 10 ans vous habitez à Dubaï, c'est le régime matrimonial de Dubaï qui s'applique à tous vos biens. À mon avis, si vous êtes la femme, vous n'êtes pas très bien barré. Vous avez habité, pareil, en France, en Italie, en Allemagne, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, ou au Pérou, ou que sais-je, ça ne va pas changer à chaque fois, ça va changer au bout de 10 ans. Et à chaque fois, il faudra d'abord liquider le premier, puis passer au suivant, si vous ne faites pas de choix. Et il y a pire, la mutabilité est automatique, directe et instantanée si vous allez dans l'état d'un des époux. Sachant que les nationalités des époux peuvent aussi évoluer, donc ça peut aller assez vite. Changement de nationalité, vous n'êtes pas au courant, mais vous retrouvez dans la nationalité du pays dans lequel vous résidez, paf, changement de régime matrimonial. Voilà, vous repassez à un moment, pas longtemps forcément, mais pour que ce soit votre résidence, mais pas forcément très longtemps. Vous étiez allé un peu partout dans le monde, vous repassez par votre état de nationalité, vous êtes français, vous allez en France, paf, régime matrimonial français. C'est ballot, c'est le moment où vous avez fait beaucoup de dettes. Ah, mais on peut demander à l'autre de payer pour tout. Enfin, les dettes contractées à ce moment-là. Très compliqué. Et alors là, si vous divorcez pour aller faire tout le décalage, ça va être compliqué. Si vous décédez en plus en France, mais là c'est le régime français pour la femme, mais avant c'est quoi? Il faut aller revoir, refaire les liquidations des régimes matrimoniaux étape par étape. Identifier d'abord le régime et le liquider. Compliqué. Donc, oui, bon, j'ai oublié de préciser, il y a des règles spécifiques selon les types de biens. Pour les biens immobiliers, c'est en principe le lieu de situation, selon la Convention de La Haye. Et avant ça, oui, avant 1992, parce que vous êtes peut-être marié avant, c'est l'autonomie de la volonté, notion prétorienne. Et là, on se pose la question, mais que voulait le couple? Quelle intention définissait les choix de gestion des biens du couple? Quelle était leur intention? Est-ce qu'ils avaient l'intention que les deux gèrent ensemble, que les deux soient soient propriétaires communs? On se pose la question. Très compliqué. Ne le faites pas, s'il vous plaît. Si vous êtes marié avant 92, ou même entre 92 et 2019, s'il vous plaît, réglez les choses. J'ai pas précisé, pardon, mais ce règlement-là, c'est aussi pareil, c'est les premiers lieux de résidence. Voilà, on sait ce que je voulais dire. Donc, ce règlement de 2016 qui entre en vigueur en 2019, il y a une possibilité de choix, mais qui est limitée. En premier, c'est possibilité limitée de choix, c'est-à-dire que vous n'avez pas, si vous êtes un Français allemand
qui habite aux Pays-Bas, vous ne pouvez pas décider de soumettre votre régime matrimonial au droit de Dubaï. Ça marche pas. Voilà, ça paraît assez évident. Et si vous ne décidez pas, de base, ce sera le droit, le régime matrimonial de votre première résidence commune. Si, et seulement si vous n'avez pas eu de première résidence commune, ça passe au suivant, second critère. Mais c'est pas au choix. Dans ce cas, c'est la nationalité commune au moment du mariage. Si c'est toujours pas rempli, c'est là où vous aviez le plus de liens au moment du mariage. Si c'est toujours pas rempli, et sur la demande, le lieu de la dernière résidence commune. Si ça a duré plus longtemps, etc. Il y a différents critères, c'est très simple. Donc encore une fois, il vaut mieux choisir. Aussi parce qu'il faut vraiment, à mon sens, se poser la question de que voulez-vous? Vous voulez quoi? Vous voulez, pendant la durée du mariage, on suppose que tout va bien, c'est important de protéger l'autre époux. Mais de le protéger de quoi? Et de lui permettre de gagner quoi? On ne peut pas exclure maintenant, malheureusement, qu'il y ait un divorce. Quelle protection on veut déjà maintenant quand tout se passe bien pour l'époux en cas de divorce? En cas de décès, quelle protection on veut apporter à l'autre? Ou inversement, se protéger soi-même. On a des choix de vie, enfin on prévoit des choix de vie pendant la durée du mariage. En cas de divorce, avec quoi est-ce qu'on veut pouvoir partir? Parlez-en, par pitié. Allez voir un avocat qui s'y connaisse, par pitié, et prévoyez ça. Dans ce cas, beaucoup plus simple. Donc ça, c'est le point suivant, de pouvoir régler les choses. Comment faire? Alors, les points communs entre la France et l'Allemagne, c'est que c'est possible de faire un choix de loi. Begrenzt, encore une fois, vous ne pouvez pas aller choisir une loi qui n'a rien à voir avec vous. C'est possible de le changer par un contrat de mariage. Important. Pardon, enfin ça c'était le point d'après. C'est possible de le changer. Et ça c'était le point suivant, par un contrat de mariage notarié, dans tous les cas. Et les différences, alors pour le droit français surtout, c'est quand même vérifier que c'est en accord avec l'intérêt de la famille. Et la famille, c'est surtout les enfants. Donc il faut une information aux enfants majeurs. Vous avez des enfants majeurs, vous ne pouvez pas changer votre régime matrimonial, par exemple avec une communauté universelle, sans informer les enfants. Et il y a une parution dans un journal d'annonce légale, parce que ça peut avoir une incidence sur les créanciers. Et ça, c'est possible de contester dans les 3 mois. Et c'est aussi en renseigner en marge des actes d'état civil, parce que c'est une incidence sur les créanciers. En droit allemand, il n'y a pas d'information. Et puis les tribunaux ont qu'une possibilité limitée de vérification. Voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous vous serez rendu compte qu'il y a beaucoup de questions qui se posent et que s'il vous plaît, allez vous renseigner. C'est le plus important. Il y a beaucoup de questions, mais il y a aussi beaucoup de possibilités. On peut tout agencer, on peut quasiment tout modifier, tout prévoir. C'est entre vos mains. C'est à vous de le faire. Avec des professionnels qui sauront vous conseiller. À bientôt. Au revoir. Et si vous êtes intéressé par mes informations, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un like. Et puis, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions pour votre situation personnellement. Belle journée. Au revoir.